Salut la team, aujourd'hui je reçois Brice Guidon, boxeur trop peu médiatisé selon moi durant sa carrière, locataire du Megiro Gym, partenaire de Rémi Ponjaski, sparring également de Jérôme de Banner, il a boxé au Glory, il a rencontré les plus grands, le colosse Semi Schilt, il s'est payé le luxe de battre Rico Verhoeven, le champion actuel du Glory, donc je suis très honoré de recevoir Brice aujourd'hui pour cette interview, à tout de suite après le générique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Brice d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Brice, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Alors, en quelques phrases, ouais, difficile. Bon, donc, Brice Guidon, j'ai 35 ans maintenant. J'ai commencé la boxe à 10 ans. Toujours voulu en faire mon métier. Dès les 12-13 ans, je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai été champion de France. J'ai commencé par la savate, il n'y avait que ça dans ma région. Donc, boxe française savate. Puis, j'ai migré vers le kickboxing et la boxe thaï avec les adultes alors que j'avais 14 ans. Donc voilà, j'ai fait double champion de France à 15 ans. Et puis, si je voulais en faire mon métier, moi, j'ai deux choses que je regardais à la télé. Les Jardins du Roi en Thaïlande, avec vraiment le Muay Thai, et le K1 au Japon. C'était vraiment les deux choses qui me faisaient vibrer. Donc, avec le K1 au Japon, les 13 des 15 finales, c'est remporté par des gars venus des Pays-Bas. Même s'ils n'étaient pas néerlandais, ils s'entraînaient, ils vivaient là-bas. Donc, j'ai dit, bon, il n'y a qu'une solution si je veux faire mon métier, c'est partir là-bas. Donc, j'ai pris mon sac, je suis parti en camping et je suis allé au Megiro Gym Amsterdam, le club de Ramon Decker. Enfin, Ramon Decker, il allait régulièrement, il était à Breda, mais il allait régulièrement au Megiro. Mais c'était surtout Rob Kaman. Moi, il y avait Rémi Bouniaski à l'époque qui me faisait rêver avec ses coups de genou sautés, etc. Donc j'ai débarqué là-bas. En sparring, je suis rapidement devenu sparring partner de Rémi Bouniaski. J'ai fait mes premiers combats pour le Megiro. Et voilà, de fil en aiguille, je suis monté. À 18 ans et demi, j'étais pro. Et puis voilà, on commençait une belle petite carrière sympathique. Donc je suis resté aux Pays-Bas au début, c'était facile, j'étais uniquement aux Pays-Bas. Je suis toujours d'ailleurs, j'avais rompu le contrat parce que c'est les amis, mais je suis toujours en contact avec les Megiro Gym Amsterdam, donc ceux qui me faisaient boxer. J'ai fait toute ma première carrière là-bas, et puis après c'est devenu un peu plus international. Donc je revenais aussi également en France me préparer un petit peu. Et puis je naviguais entre la France et les Pays-Bas. J'ai eu la chance de boxer au K1 Japon contre Rico Verhoeven que j'avais battu en 2009. Donc ça c'est le fait d'armes. J'ai battu le numéro 1 mondial maintenant. Et puis au Showtime aussi, au Hit Showtime, tout ce qui se faisait de mieux, j'avais la chance d'y boxer. J'ai vraiment eu une carrière assez sympathique. Là-dessus, je suis reconnaissant envers justement Alain Carmorvan et le team Mijuro qui m'ont toujours trouvé des trucs sympas. Après j'étais à la hauteur, donc les gens me rappelaient, les promoteurs me rappelaient. Donc voilà, j'ai pu boxer Rico Verhoeven, J.J. Gerges. Les deux s'affrontent là, l'élite mondiale, et j'ai battu les deux, donc je suis content. Ils t'ont pas rappelé? Mourad Bouzidi, voilà, j'en ai eu Gogan Saki, je l'ai boxé, j'ai perdu, il m'a fait perdre $150 000, c'est un mauvais souvenir, mais voilà, donc j'ai perdu en finale du premier tournoi Glory, c'était le United Glory à l'époque, c'était les prémices du Glory. J'avais battu Verlinden et Bouzidi demi et quart de finale, et puis je perds en finale sur Gogan Saki. Donc voilà, j'ai boxé Guita, Katinas, voilà, enfin, j'ai eu la chance de boxer pas mal de monde. Et puis après, je suis revenu en France, j'ai été papa, ça a foutu la merde évidemment. Donc, non, moi, c'était une révélation, ça fait un peu fleur bleue, mais moi, une fois papa, les priorités ont changé, c'était plus parcourir le monde et s'entraîner tout le temps sans relâche, et voilà, et partir en permanence. Donc une fois papa, moi, j'ai souhaité passer plus de temps chez moi. Et j'ai vite découvert que ce n'était pas compatible avec la boxe au plus haut niveau. Donc j'ai fait quelques combats après 2014 quand j'ai été papa, mais voilà, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Quand on est boxeur pro, c'est 100%. On peut pas le faire à 50%, puisque les mecs en face de vous, surtout à ce niveau-là, eux, c'est leur job, c'est leur boulot, ils s'entraînent toute la journée. Voilà, moi du coup, une fois arrivé en France, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai lentement glissé vers la retraite avec quelques combats sympathiques. Avant la retraite, et puis je fais une description complète, hein, vous avez vu, je suis complet. Donc voilà, et puis tout ça pour finir sur un combat contre Cyril Gann qui était encore en pied-point à l'époque. Avec moi, j'avais un avant-bras fracturé, il m'a recassé mon avant-bras, j'ai eu greffe osseuse, etc. J'avais revu le chirurgien derrière. Il m'a dit, bah oui, ça, il y a deux solutions, hein. Il reste encore l'autre côté à prélever si tu veux une deuxième greffe osseuse, mais peut-être que le plus sage, c'est d'arrêter. Donc voilà, moi mon dernier combat officiel, c'était contre Cyril Gann en 2017. Derrière, on m'avait appelé pour combattre Zamedov un an et demi après, en fin 2018, été 2018. C'était des Tchétchènes, je leur disais non à chaque fois. À chaque fois que je disais non, ils rajoutaient $5 000. Donc, arrivé à une somme vraiment sympathique, j'ai dit bon, bah allez, c'est un combat de plus, on y va. Et puis, je me suis préparé correctement. J'avais fait un combat vraiment sympa. Et puis,
c'était l'été, j'avais retrouvé la vie de combattant, c'est quand même le rêve, surtout épisodiquement comme ça. Donc j'avais retrouvé un petit peu un été de combattant, c'était vraiment le kiff. J'avais été boxer Zamedov en Tchétchénie, ça s'était très bien passé. Voilà, il lui donne la victoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça aurait peut-être mérité mieux de mon côté, mais bon, c'est pas grave. J'avais accepté les conditions. De toute façon, en allant le boxer chez lui, je savais que ce serait pas forcément partial. Mais bon, de toute façon, voilà, on avait fait un combat sympa, ça avait été cool. Et donc derrière, j'étais officiellement à la retraite jusqu'à ce que Kader Marouf m'appelle on a échangé des SMS plus sur le ton de la déconnade au début. Et puis tout ça pour dire, bon, Ernesto il est toujours dispo. Hein, et pour l'adversaire, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, là, si on me propose Ernesto, je suis bien obligé d'accepter. Hein, c'est quand même notre plus grand champion du K1. Hein, il y a eu Semichilt que j'ai boxé 2 fois aussi, qui est le deuxième plus gros palmarès. Mais en termes de palmarès, on a un seul quadruple vainqueur du K1, c'est Ernesto. Donc voilà, c'est encore une fois se frotter au meilleur. Donc c'est un peu le Tyson Roy Jones de l'autre, quoi, parce que Ernesto c'est notre Tyson. Évidemment, il est plus dans son prime, dans sa plus grande forme. Il a 20 ans de plus qu'à l'époque. Il a 20 ans de plus que moi. Donc voilà, mais ça reste un immense honneur d'être en face de lui sur le ring. Attention low kick, hein. Ouais, voilà, c'est ça, on va bien bloquer. Ça me fait pas trop peur, hein, les low kicks de toute ma carrière. J'ai presque jamais eu mal au cuisse, j'ai terminé les jambes bleues, j'ai jamais eu trop mal. En revanche, tout le monde s'est toujours plaint de la dureté de ses os, que c'était un homme vraiment très dur. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner aussi un petit peu avec lui, mais on était protégés, donc c'était pas pareil. Et puis, j'ai fait des entraînements avec Paul Slowinski, tout ça, sous ses ordres. Donc voilà, je connais un peu le personnage. Et puis, bien sûr, tout le monde se côtoyait à l'époque. Mais non, ce qui me fait un petit peu plus flipper, justement, c'est la dureté de ses tibias sur mes avant-bras, sur mon avant-bras fragile. Donc voilà, on va mettre l'avant-bras derrière, on va bien le protéger. Et puis voilà, mais bon, après, voilà, on va bien bouger, et puis ça devrait le faire. C'est quoi? C'est une exhibition ou c'est un combat? Parce que tu dis j'ai peur pour mes avant-bras. Une fois sur le ring, de toute façon, on va se mettre ça quand même. Après, voilà, moi j'ai toujours, je le dis, je m'en cache pas. Si je monte sur le ring, il est affûté et tout ça, on se fait une super guerre, et ça va aller à la super guerre. Je monte sur le ring, c'est quelqu'un de plus de 50 ans. Ici, il bouge moins bien, que c'est lent et tout ça. Je vais m'adapter. Moi, je suis encore 35 ans. Je pense que j'ai encore un peu de vivacité. J'ose l'espérer. Donc voilà. Par exemple, je le touche, il titube, mais jamais je finis Ernesto Houst. J'aurais dû le faire il y a 15 ans. Maintenant, il n'y a aucun intérêt. Donc non, c'est un combat. On va se boxer. Après, forcément, moi, il y a tout le respect. Je vais pas humilier. Je vais donner le meilleur de moi-même, évidemment, mais je vais pas l'humilier si je sens que lui, il n'est pas à la hauteur de l'événement. Comme Tyson Jones, hein, finalement, on avait des doutes sur Tyson. Il s'est préparé comme il faut. Il est arrivé super affûté. Et Roy Jones, qui était combattant professionnel 2 ans avant, 3 ans avant même, il est arrivé. Il a fait vraiment un combat en demi-teinte. On sentait que lui, voilà, il n'avait pas été préparé à la hauteur. Et voilà. Donc là, ça fait un peu ça, sauf que si ça se trouve, Ernesto, il est super bien préparé, c'est le Tyson, et puis moi, il Roy Jones. Donc, par respect, je vais quand même faire la meilleure des prépas possible. Et puis on verra bien. Mais si on en parlait avec les copains et tout ça, je dis oui, mais t'inquiète pas, au pire des cas, je m'adapte et tout. Et puis, non, mais si on dit ça, puis ça se trouve, c'est lui qui va t'humilier. Et puis voilà. Oui, c'est tout à fait, c'est possible aussi. Hein, c'est loin d'être un manchot. Donc voilà, mais. Et à l'origine, voilà, on va se combattre. Quel souvenir as-tu de ton premier combat pro? Premier combat pro aux Pays-Bas, Pays-Bas, invaincu. Combat de fou en 5 rounds avec Rémi Bouniaski et André Manard dans mon coin, donc je ne pouvais pas perdre. Jusqu'à présent, j'avais que des combats victoire premier round. Parce que voilà, c'était le début amateur de ça. Donc quand je suis arrivé en pro, en face, il y avait du répondant. Donc champion de Pays-Bas, dans ma tête, c'était juste impossible de perdre. Donc voilà, je suis allé au bout. C'est encore aujourd'hui, c'était, je pense, le combat le plus dur de ma carrière. Vraiment compliqué, mais je le bats. En plus, c'était aux Pays-Bas, c'était chez lui, donc je le bats, super. J'ai fait sa première défaite, et derrière, on a fait une revanche. C'est ça qui est un peu marrant, parce qu'on a fait une revanche. Moi, c'est d'ailleurs, je pense, l'un des seuls combats où je l'ai vraiment pris à la légère. Il y avait la finale du K1 Japon juste avant. J'étais dans les bars à regarder Eurosport. Alors attention, hein, moi j'ai une vie très saine et tout, pas d'alcool, pas de cigarettes évidemment, mais il n'empêche que j'étais en bas dans les bars jusqu'à 2h du matin à regarder la finale au K1 Japan, qui était diffusée sur Eurosport à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le live, il n'y avait pas tout ça. Et alors que je boxais le lendemain, et voilà, pour moi je venais de le battre, on faisait une revanche en foulée, ça allait encore se passer de la même manière. Et c'est mon tout premier, j'ai perdu ma toute première défaite, c'est la revanche contre Paul Houplot. Qui m'a mis d'ailleurs un KO, mon premier KO. Je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, ça doit pas être très bon pour le cerveau, tout ça. Donc voilà, ça avait été un peu compliqué. Et puis je lui avais évidemment demandé une label. Il y a un partout chez Paul, il faut qu'on se fasse label et tout.
Non, moi j'ai fait mon truc, il est parti à la retraite, t'as pas eu là. Il s'amusait pas sur le ring, le mec, il était policier dans la vraie vie d'ailleurs. Et il m'a dit, moi j'ai fait mon truc, j'ai pris ma revanche, au revoir. Et il a jamais reboxé après. Donc voilà, c'était le petit truc, et vraiment les prémices des combats pro. Après, ma première échéance internationale pro, elle était en Roumanie où c'était pareil. Là, après, là, ça va durer 2 heures l'interview parce que si vous me demandez tous les. Mais là, voilà, en Roumanie, j'étais arrivé sous l'image qu'on se fait des combats. J'arrive sous les sifflets roumains, tout le monde boxait leur star roumaine, Remus Petrica. À l'époque, il était champion du monde de karaté et tout ça. Et moi, c'était encore mes premiers combats pro. Et donc, j'arrive sous les sifflets pour au final faire un super combat, le faire arrêter au milieu du 3e round, je crois, et puis repartir avec l'ovation du public. Donc, ça, c'est pareil, c'était les premiers moments forts de ma carrière pro. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring ? Le conseil actuel, c'est surtout de continuer les études à côté. Voilà, malheureusement, hein, j'en suis le plus malheureux, mais c'est pour ça aussi que je suis à la retraite aujourd'hui. Ça nous coûtait des sous d'aller boxer à la fin de la carrière. À moins d'être vraiment extraordinaire et d'être dans le top 5 du Glory, et encore, c'est quand même pas des carrières comme les footeux qui peuvent durer des années où on peut mettre surtout des sous de côté. Donc moi, quand j'ai des gamins qui viennent me voir là, ouais, on va être boxeur pro et tout ça, je dis c'est très bien les gars, je vous entraîne du mieux que je peux, etc. Mais derrière, il faut prendre conscience qu'après, il y a le MMA maintenant avec l'UFC, il y a des vrais salaires, ça commence à être pas mal. Et puis la différence, c'est que nous, on n'est pas salariés. On n'est pas salariés d'un club de foot qui va pas en Corona, il ne joue pas au foot, mais il va quand même être payé. Nous, on est à la prime, donc on ne joue pas, enfin, on ne boxe pas, on n'est pas payé. Donc c'est vraiment compliqué. Donc je prends un jeune, évidemment, il faut croire en ses rêves, il faut donner le max pour y arriver, il ne faut pas abandonner. En revanche, il faut garder la tête sur les épaules et surtout pas ne faire que ça, avoir toujours un plan B, une solution de secours, parce que malheureusement, la boxe d'aujourd'hui, elle te permet très difficilement d'en vivre. C'est clair, c'est clair. C'est quoi ta technique préférée en pied-point ? Moi, j'étais sur les jambes, hein, j'étais beaucoup jambes-genoux, mais je l'ai un petit peu perdu d'ailleurs, les genoux, sur mes débuts de carrière, j'avais du genou à tir-larigot. Je balançais comme une mitraillette les genoux, et c'est vrai que ça c'est un petit peu avec le K1 et puis moins Muay Thai, c'est un petit peu calmé, mais j'étais de toute façon bien plus à l'aise en jambes. En low kick jambe gauche, low kick intérieur, tu balayais souvent low kick intérieur jambe gauche, c'était quand même pas mal. Tu as cité beaucoup de grands noms du K1 en début d'interview dans ta présentation. Quel est le combattant qui t'a le plus marqué ? Quel est le combattant qui t'a donné envie de te mettre au sport de combat ? Le tout premier, c'est après voilà, c'est pareil, il y a eu plusieurs époques. Moi, à l'époque, Ramon Dekers avec les galas de Canal+. Chez les Français, on avait Stéphane Nikema, Danny Bill, Morad Sari. Je veux dire, c'est les deux choses que je regardais, quoi. Les Jardins du Roi, le Muay Thai sur Canal et puis le K1 Japon. Donc Rémi Bouniaski aussi après avec le Mijiro. C'est pour Rémi Bouniaski que j'ai débarqué aux Pays-Bas parce que c'était vraiment le boxeur K1 que j'appréciais le plus avec ses techniques de genoux volés, tout ça, de genoux sautés qui me ressemblent un peu. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup ce combattant. Et puis je vous dis, l'école française avec les Morad Sari, Danny Bill, Stéphane Nikema, Stéphane qu'on avait côtoyé après au Team Le Banner, parce qu'évidemment, une fois que, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais une fois que Rémi est parti du Meijiro, j'avais le champ libre pour pouvoir entraîner un autre combattant, ou m'entraîner du moins avec un autre combattant, et Jérôme Le Banner m'a appelé à ce moment-là. Le Banner, et je ne sais pas comment on dit Le Banner, c'est pas du camembert, c'est camembert. C'est lui. Donc voilà, donc quand Jérôme m'a appelé, évidemment j'ai sauté sur l'occasion, et puis je suis devenu sparring partner, entraîneur à mes heures perdues, et puis ami surtout de Jérôme, et voilà, on a fait une vingtaine de combats, l'un dans le coin de l'autre avec l'autre sur le ring, que ce soit des deux côtés. Moi j'allais le coacher quand il avait besoin, lui venait dans mon coin, il me donnait une confiance énorme. Donc voilà, Jérôme, c'était la puissance incarnée, les KO, c'était pareil, un des combattants du K1 qui faisait rêver. Donc moi, une fois que j'étais aux Pays-Bas, j'avais vraiment une carrière rêvée. J'étais aux Pays-Bas à m'entraîner 2 jours avec Rémi Bouniaski, j'allais tourner régulièrement avec Peter Hart, il y avait le club d'Ernestus qui était à côté, enfin voilà, il y avait tous les grands. Et puis derrière, donc ça se termine avec Rémi, et Jérôme qui m'appelle, et puis je fais partie du Team Le Banner. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Si tu devais changer quelque chose à ta carrière, tu changerais quoi ? On me l'a demandé l'autre fois, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Sinon, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je sais pas. Parce que voilà, des remords, parce que les remords, moi, tu l'as fait. Mais voilà, malheureusement, j'ai été un boxeur très souvent blessé. J'ai eu les croisés, des entorses acromioclaviculaires aux épaules, parce que je jouais beaucoup au rugby aussi à côté, entorse cervicale, main cassée, j'allais boxer avec une main fracturée. J'ai pas toujours été très sérieux, j'ai jamais refusé personne, donc ça, je le changerais pour rien au monde. On m'appelle, on me propose une prime qui correspond à ce que je valais à l'époque, je viens, il n'y a aucun souci.
que ce soit contre Semichil, le numéro mondial, que ce soit un petit combat, un petit comité. Enfin moi, voilà, c'était mon boulot, combattant pro, on m'appelait, je venais, c'était aussi simple que ça. Parfois même l'entraîneur, ah mais là c'est pas sérieux et tout, si on y va. Après malheureusement j'y suis allé aussi de temps en temps, j'y suis allé, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps d'ailleurs aussi avec mon premier entraîneur, etc. J'ai fait plusieurs combats blessés qui n'auraient pas été judicieux, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, et même aujourd'hui, on boxe à la prime, ce que j'expliquais tout à l'heure, on boxe à la prime. Et bah tu te blesses, tu vas pas boxer, t'as pas de prime, et bah derrière tu bouffes pas, hein. C'est compliqué aussi. Alors évidemment, ta famille qui peut payer un coup de main, tout ça, mais t'es boxeur pro, t'as pas envie de devoir faire un boulot à côté, devoir demander des virements à gauche à droite. Tu vas t'assumer. Donc moi mes premiers combats, où je te dis, le combat qui a valu mon éviction du Glory, parce que je perds contre Jafar Wilnis, le Glory m'ont fait prendre Shilt, Saki, Guita, Shilt à nouveau, ils m'ont fait tout prendre, ils m'ont fait prendre leur meilleur parce que j'offrais des bons combats à chaque fois. Et derrière, alors après c'était plus ou moins sympathique parce qu'ils m'ont fait prendre Jafar Wilnis à l'époque, qui était classé top 15 alors que moi j'étais top 10, donc j'étais mieux classé que lui. Et je me casse la main sur le crâne de Jérôme Le Banner 2 jours avant de partir, 2 jours avant de prendre l'avion. Et évidemment, un mec sérieux, et réfléchi, on en parlait déjà, il n'y va pas avec une main cassée, surtout à ce niveau-là. Moi, je regarde mon contrat. Sur mon contrat, c'était stipulé que de toute façon, j'avais signé pour un contrat de 2 ans avec 5 combats par an, etc. Au pire des cas, je fais une boulette, je pourrais me rattraper derrière. Et puis, de toute façon, ça va le faire. Hein. Tu montes, je vais boxer en fausse garde, voilà. Et au final, ça s'avérait très compliqué. Jafar Wilnis qui était en pleine bourre. Derrière, il a intégré le top 3 mondial, etc. C'était vraiment un mec en devenir à l'époque, donc voilà. Et au final, je perds contre Jafar Wilnis. En boxant fausse garde, j'avais pas mes automatismes et tout ça, et il me sèche. Donc voilà, très bien. Et je reçois un mail du Glory comme quoi il mettrait à mon contrat parce que c'était assez. Mais quand j'ai perdu contre les meilleurs, il n'y avait aucun souci, c'était pas des contre-performances parce que j'étais moins bien classé qu'eux. Là, j'ai perdu contre quelqu'un de moins bien classé que moi, donc c'était assimilé à une contre-performance. J'avais pas vu la petite astérisque du contrat, comme toujours, hein, c'est toujours comme ça. Et ce qui a valu mon éviction. Donc, on m'a dit, bon, bah voilà, tu as eu une contre-performance, tu ne fais plus partie du Glory. Je sais de quoi vous parlez, j'ai encore 5 combats. Non, bah, relis bien ton contrat. Tu as la petite astérisque qui fait que c'est en cas de contre-performance, on peut arrêter le contrat, on peut mettre fin prématurément au contrat. Donc voilà, derrière, j'aurais couru après, attendez, moi, vous me le refaites boxer gratuitement, je viens gratuitement avec une préparation et j'aurais envoyé les radios de la fracture de la main, etc. Je viens. Et puis non, il y avait rien à faire. Donc voilà, après on est passé à autre chose. Mais voilà, c'est toi, ça par exemple, aller boxer avec la main cassée, c'est pas forcément très judicieux. Donc à la rigueur, si j'ai quelques regrets, c'est d'avoir parfois été allé boxer, pas en pleine possession de mes moyens, mais j'en parlais l'autre fois aussi. Si j'avais fait que les combats où je suis en pleine possession de mes moyens, mais j'ai que 15 combats. C'est un truc de fou. Quand tu es boxeur pro dans les prépas et tout ça, tu te blesses, tu tombes malade. Voilà, je suis allé boxer avec une gastro, je suis allé boxer avec une infection à la jambe. Je dis avec les croisés, j'ai boxé Shilt sur une seule jambe parce que je venais de me rompre les croisés dans des stages au Canada. 2 mois après, je le boxais. Je me suis fait opérer. Et 7 mois, alors maintenant ça va beaucoup plus vite, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, 7 mois post-opératoire, c'était quand même assez rapide. Et je reboxais Shilt 7 mois après. Donc c'est pareil, j'étais pas encore en pleine position de mémoire, mais c'est pareil, ça faisait 7 mois que j'avais le genou pété, que j'étais en rééducation et que j'avais pas de prime. Arrive un moment, il faut retourner boxer. Brice, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose. Oh écoute, non, il faut arrêter les questions parce que sinon on est resté demain. Non, voilà, il y a toujours plein d'anecdotes et tout ça sympa, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps. Après, je me mets à la place des auditeurs, il faut avoir le temps d'écouter. Je te dis, moi, la rencontre avec Jérôme Le Banner, toujours super. La petite anecdote de la rencontre avec Jérôme, il m'appelle pour faire son sparring. Je crois arriver dans une équipe de fous parce que moi, quand j'arrivais des Pays-Bas avec Rémi Bouniaski qui avait 5 sparring partners, plusieurs entraîneurs, etc. J'allais tourner chez Peter Hart, pareil, c'est toutes les minutes. On changeait pour l'entraîner, etc. Et donc je me dis, putain, dans quoi je vais arriver? Ça va être énorme l'équipe Le Banner. J'arrive, c'est Jérôme qui va me chercher à la gare. Oh, salut, c'est Jérôme. Oh, tu vas voir, j'ai un pigeonnier à la maison, je m'entraîne chez moi. Je sais pas, l'entraîneur. Non, là, il n'est pas dispo, entraîneur. Je m'entraîne tout seul dans mon garage, je fais du sac. Je dis, putain, mais c'est fou ça. Et c'est pour ça que, de fil en aiguille, je suis devenu aussi, moi, ça, j'ai toujours, et c'est pour ça que je suis diplômé en entraîneur désormais, que je donne cours maintenant, parce que moi je prends quasiment autant de plaisir à boxer qu'à entraîner. Et donc déjà à l'époque j'avais cette fibre pédagogique, on va dire. Et donc du coup j'ai, en plus du sparring partner, du rôle de sparring avec Jérôme, j'ai aussi pris en charge un peu l'entraînement. René Paulet n'était pas là, son entraîneur de toujours du Havre à l'époque n'était pas présent et pas disponible. Donc du coup en plus du sparring partner, j'ai fait son programme d'entraînement, j'ai fait tout ça sur notre première rencontre. Premier sparring à la salle Émergence Le Havre.
chez Nedjid, enfin Madjid d'ailleurs. Premier sparring et je touche Jérôme avec un kick jambe avant, comme on disait tout à l'heure. Moi, je sortais beaucoup ma jambe avant, je touche avec lui et Jérôme titube. Je dis, oh putain, ça va et tout ça. Attends, moi, j'étais exceptionnel, j'étais super content. Donc, je pense qu'il avait été un petit peu piqué au vif et le lendemain, il me casse le nez. Voilà. Donc, les 2 premières séances d'entraînement avec Jérôme, j'arrive à le sonner sur la première et le lendemain, il me casse le nez, il me fait le même nez que lui, là, qui m'a immédiatement remis, heureusement, sa gauche en décalage, qui était vraiment percutante parce que sur les gauchers, voilà, il décalait bien, il rentrait pile dans l'axe et j'apprends plein fouet. Alors j'ai pas mal, je dis ah non mais là Brice ça va pas, attendez ça va pas. Je dis non vas-y on continue. Non mais là regarde, toi putain tu m'as fait le même nez que toi parce que Jérôme c'est pareil. C'est pas bon allez vas-y viens là et puis Jérôme là crac, il m'a remis le nez. Mais bon, ce qu'il y avait derrière, j'avais pendant 15 jours, on n'avait pas pu mettre les gants parce qu'un nez qui venait d'être pété, qui était tout frais, donc je faisais c'est pour ça aussi que j'ai fait travailler patte d'ours, sparring, etc. Mais c'est que c'était un peu compliqué avec le nez qui venait juste d'être mis. Donc voilà, mais tu vois, faut pas me lancer, sinon je discute pendant une demi-heure. Bon, en tout cas, merci beaucoup déjà d'une part d'avoir accepté. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour l'invitation, c'est toujours sympa. Et puis en espérant qu'on soit débarrassé rapidement de. Ah ouais, arrête, j'en peux plus. Et puis qu'on puisse retrouver une vie normale et surtout tous se retrouver le 8 mai, que ce soit pas 8 clos ou quoi, ce serait dommage que ce soit à la télé ou quoi que ce soit. En espérant qu'il y ait le maximum de personnes pour faire du bruit et puis assister à une soirée de fou avec encore une fois Jérôme. Quand il a su que je boxais direct, il m'a appelé, putain, on va investir ensemble, c'est trop cool et tout. Peter Hart, Ernesto Hughes, voilà, c'est vraiment les belles années du K1. Et moi, de toute façon, si je n'avais pas boxé, je serais allé voir la soirée. Donc voilà, ça me fait vraiment d'autant plus plaisir d'être sur le plateau. Une sacrée affiche là. Ouais, non, ça va être génial. Écoute, Brice, merci beaucoup. Super, merci. À bientôt, salut. Merci beaucoup, ciao.